Donc l'hebdo des marchés cette semaine, on parle un peu de la Russie et de la cascade de conséquences. Donc là, vous avez les taux en milliards, enfin le partenariat en Russie en milliards sur des secteurs où la Russie est clé. Donc vous voyez que la France, l'Espagne, on n'est pas trop touché, les États-Unis non plus. Par contre, vous voyez que la Chine, l'Inde, très touchée. Vous voyez aussi que l'Arabie Saoudite est quand même un peu touchée, que l'Égypte est très touchée, que la Turquie est assez touchée, que le Brésil est assez touché aussi. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous montre vraiment la carte, c'est-à-dire que si vous superposez entre ceux qui ont fait des sanctions et ceux qui n'ont pas fait des sanctions ou qui ont traîné des pieds pour faire des sanctions, vous verrez que la carte se superpose assez bien, d'accord. Donc ça montre quand même des choses assez importantes, c'est-à-dire que quand vous avez des grands partenariats avec un pays, bah forcément vous avez du mal à vous en découpler. C'est donc l'avantage et l'inconvénient de la mondialisation. Vous voyez qu'ici, au niveau des céréales, les bailleurs principaux de céréales ukrainiennes, d'accord, de blé en l'occurrence, c'est l'Égypte, l'Indonésie, Bangladesh, Pakistan, Turquie, le Maroc, la Tunisie, le Yémen, le Liban, les Philippines. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention au niveau macroéconomique, parce que ce qui s'est passé en 2011 avec les printemps arabes ou ce genre de choses, c'est dû à la hausse des prix des denrées. Hein, et la hausse des prix des denrées, aussi bien en Ukraine qu'en Russie, c'est pas en Europe que ça va créer des mouvements de contestation. Par contre, dans le Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique, dans toute cette zone-là, le haut de l'Afrique, ici, et dans la Corne de l'Afrique, ici, enfin en gros dans toute l'Afrique, de toute façon, et peut-être un petit peu en Amérique du Sud, mais de façon plus limitée, et dans l'Océanie, ici, ça va créer vraiment un vrai problème de coût des matières premières qui peuvent amener vers des révolutions, ce genre de choses. Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça aussi que je vous dis depuis longtemps que les acteurs du Moyen-Orient qui, pour punir Biden, surtout l'Arabie Saoudite, fait monter les prix du pétrole de manière globale et fait tout pour que l'OPEP ne pompe pas plus parce qu'ils ont envie de punir un peu les Américains et les Européens, il faut qu'ils fassent attention parce que plus ça va durer longtemps et plus la guerre va durer longtemps, plus il va y avoir de la déstabilisation et l'Arabie Saoudite a horreur d'avoir trop de déstabilisation autour d'elle. C'est-à-dire que le Yémen, c'est une guerre qu'ils n'arrivent déjà pas à gagner malgré le fait qu'ils aient empilé des dizaines de milliards d'investissements dans leur armée, ce qui montre bien que c'est pas si facile de gagner une guerre, hein. Parce que vraiment là vous êtes sur un différentiel de niveau technologique entre les rebelles au Yémen et l'armée arabe qui est d'Arabie Saoudite qui est quand même considérable et pourtant ils arrivent toujours pas à conquérir tout. Donc ça vous montre la complexité de la guerre. Ça vous montre qu'il n'y a pas que les Russes aussi qui ont des difficultés. D'accord. Donc voilà, donc ça il faut faire attention. C'est vraiment des choses sur lesquelles on va avoir des difficultés. Vous voyez aussi que les importations ne sont pas toutes les mêmes. Par exemple, la Finlande, le problème c'est le nickel. 90% du nickel finlandais vient de la Russie. Vous voyez qu'au Brésil, le problème c'est les fertilisants, hein, avec 2,3 milliards d'achats de fertilisants en 2019. Vous voyez qu'en Égypte, le problème c'est le blé. Hein, avec 86% des importations de blé de l'Égypte qui viennent ou de Russie ou d'Ukraine. Donc ça, c'est des pays qu'il faut vraiment cibler. L'Égypte, le Liban, la Turquie, c'est des pays qu'il faut cibler vraiment de manière très précise et qu'il faut vraiment surveiller au niveau macroéconomique parce que ça peut être des dominos macroéconomiques importants. Donc il faut vraiment suivre ce qui se passe dans ces pays-là. Au niveau des hausses de taux, donc vous voyez que les hausses de taux... pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, je dis que les hausses de taux, c'est surtout pour les pays émergents parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que sinon leur monnaie s'effondre. Vous voyez que c'est quand même assez véridique, vous voyez sur la carte. Les pays qui ont le plus haussé les taux, c'est les ex-républiques russes, la Russie, les pays de l'Est de l'Europe qui ne sont pas en euros, donc ont été obligés de monter les taux, les pays d'Afrique et les pays d'Amérique du Sud. Le reste a assez peu levé les taux. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même qui vous montrent une indication. Ça montre aussi autre chose, c'est que plus les Américains vont lever les taux, plus les autres vont être obligés d'aller haut. Et vous voyez que vous avez déjà les Russes, ils sont à 900 BPS. Vous avez les pays là, ils sont entre 200 et 300 BPS. Là, c'est pareil.
Là, c'est la même chose. Donc ça commence à devenir compliqué parce que si vous voulez, plus le dollar va devenir cher, plus ces pays vont être obligés de monter les taux et plus ça va devenir compliqué. Très très compliqué. Parce que la marge de manœuvre pour les économies les économies d'Amérique du Sud, ce genre de choses, elle est assez limitée. Hein. La marge de manœuvre des prochaines hausses de taux est pas très très haute. Donc ça, c'est une problématique. C'est aussi pour ça que je pense que la hausse des taux, aussi bien pour la zone euro que pour le Japon, que pour l'Angleterre ou pour les États-Unis, elle va être très limitée. Quelques hausses de taux au grand maximum, mais tous les scénarios à 8-9 hausses de taux de certaines banques, enfin je sais pas comment ils calculent, mais ça veut dire que c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse en Brésil, c'est l'apocalypse en Argentine, c'est l'apocalypse au Chili, c'est l'apocalypse en Afrique du Sud, enfin c'est l'apocalypse partout quoi. Et généralement le marché mondial, c'est pas possible d'avoir des taux hauts et une économie qui tourne dans les pays occidentaux et des pays qui crèvent la faim tout autour dans le monde. Ça marche pas, il faut un minimum d'équilibre dans le truc. Et là, si on monte les taux de 10 fois dans l'année, c'est impossible. Impossible. Vraiment impossible. Au niveau de la Russie aussi, vous commencez à avoir des fortes inflations. 17,1 pour les voitures de février à mars. Pour les voitures domestiques. 15,2 pour les voitures importées. 15 pour les télévisions. 10 pour les smartphones. Bon, alors il y a vraiment beaucoup de problématiques. Et là, ça vous montre aussi pourquoi est-ce que, à mon avis, moi, je pense que d'ici l'été, cette crise, elle se sera stabilisée, même bien avant. Pourquoi ? Parce que déjà, produits d'hygiène, sucre, c'est devenu très très difficile d'en obtenir en Russie. Donc ça, c'est quand même des choses qui vont taper le peuple russe. D'accord ? Au niveau de certains biens de consommation importants, l'automobile, l'aviation, la téléphonie, ça devient compliqué de remplacer les pièces que vous n'avez plus. D'accord ? Si vous ne les avez plus en stock, vous faire renvoyer des pièces par vos fournisseurs, ça devient très 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 compliqué. Et un peuple ne peut pas vivre sans smartphone et ne peut pas vivre sans voiture à notre siècle. C'est pas possible. Sans avion, on peut encore discuter. On peut dire si demain la Russie est obligée d'arrêter ses avions, c'est un problème. Mais bon, si les trains continuent de circuler, les voitures, peut-être que si ça dure que quelques mois, les Russes sont capables de se limiter. Sachant que le nombre de Russes qui prennent l'avion est quand même assez limité. Par contre, sans voiture, sans smartphone, ce genre de choses, ça devient vraiment compliqué. Vous avez aussi des secteurs, typiquement les tomates fraîches. Les tomates fraîches, la plupart des infos qu'on a, des retailers russes, c'est d'ici 2 semaines, il n'y en a plus. D'accord ? Ça sera trop cher, on ne pourra plus les mettre en rayon, il n'y en aura plus, il n'y a pas de capacité de production en propre en Russie. Donc là, ça devient compliqué. Parce que vous commencez à avoir des segments de manque qui vont commencer à toucher l'alimentaire, à toucher des produits hygiéniques de première nécessité, ce genre de choses. Donc à faire tenir dans le temps pour Poutine, ça va être de plus en plus complexe. De plus en plus complexe. D'accord ? Sachant qu'en plus, là on s'arrête au 26 février. Depuis, l'inflation elle a continué à galoper. Autant vous dire que si vous voulez remplacer votre télé, ça devient compliqué. Pour la majeure partie de la classe moyenne russe et même de la classe moyenne supérieure russe. Au niveau de la Chine, pourquoi est-ce que la Chine s'est mise à réagir ce matin et qu'on a beaucoup rebondi sur les techs ? Aussi parce que la Chine comprend que problématique, c'est que si vous voulez qu'il y ait une stabilité sociale en Chine et qu'il faut plus de 5% de croissance, comme le premier secteur de la Chine, c'est l'immobilier, et que vous voyez qu'il y a une violence du décrochage qui est quasiment l'équivalent de ce qu'on avait en 2020 avec la crise du Covid, et qu'ils ont mis des milliards dans la machine pour faire repartir la Chine après la crise du Covid, ça devient compliqué, et le bas de la piscine peut se retrouver assez bas pour l'immobilier chinois. Du coup, ça va limiter la croissance de la Chine, et ça peut faire une Chine qui fait moins de 5% de croissance, qui peut même taper sur des 3% de croissance, et ça, c'est impossible pour le Parti communiste chinois de laisser une Chine à 3% de croissance. Parce que socialement, ça ne matche pas ce qu'on a promis aux Chinois qui ont donné leur liberté,
C'est l'histoire de la Chine, c'est du pain et des jeux vs votre liberté. Voilà, c'est ça. Et la sécurité. Du pain, la sécurité, les jeux vs votre liberté. Si le pain diminue et que la sécurité diminue, le deal, il commence à partir en sucette. D'accord ? Violemment. Donc là, vous commencez à voir que le problème aussi pour les Chinois, c'est qu'ils commencent à être dans un moment où la décroissance commence à être importante, où ils vont taper 3% de croissance, et ça, ils peuvent pas se le permettre. Donc leur seul moyen, c'est de faire pression sur les Russes pour que l'économie se stabilise un petit peu, et qu'ils remettent un peu de charbon dans la machine, qu'ils la gèrent toujours avec le système du bâton carotte, mais qu'ils soient au-dessus de leur 5% de croissance, qui est en gros le point pivot qui permet d'avoir un équilibre social en Chine. À l'heure actuelle, ce point pivot, il va diminuer avec le temps, on est d'accord. Mais à l'heure actuelle, c'est encore 5%. À minima pour les 2-3 années à venir, je pense. Vous voyez aussi que pour les Russes, commence à y avoir un problème, c'est le prix du pétrole. Le prix du pétrole devient problématique. Pourquoi ? Parce que ce soir, on était... alors tout à l'heure, quand j'ai regardé, on était à 95, 97 le baril, un truc comme ça. D'accord ? Là, vous avez le prix du pétrole de l'Oural, le discount par rapport au discount du WTI. On est passé à 27. Et vous voyez que la courbe, elle continue tous les jours. Je regarde, tous les jours, le pétrole russe, il prend 1,5 $ de différence par rapport au pétrole WTI. Donc ça veut dire que tous les jours, si le pétrole WTI reste au même cours, les Russes ils perdent 1,50 €. Ça veut dire qu'en gros, si vous gardez le pétrole au prix actuel, avec la décote qu'il y a déjà, d'accord, d'ici 3 semaines, les Russes vendent sous leur tarif d'équilibre pour leur budget qui est de 40 $. Alors ok, les Indiens, ils ont dit qu'ils voulaient bien consommer un peu plus, les Chinois aussi, mais il faut encore amener des tankers pour ramener du pétrole. Les compagnies qui ont des tankers, elles veulent pas en entendre parler parce qu'elles veulent pas avoir des sanctions européennes ou américaines, et que comme les 3/4 du marché du tankering, c'est ou à destination de l'Europe ou à départ de l'Europe, et ben ça devient compliqué de trouver des compagnies. Et si vous voulez lancer votre propre compagnie pour faire que des routes entre la Russie et l'Inde, faut acheter des bateaux. Ou faut produire des bateaux. Et ça se fait pas comme ça en 2 semaines. Donc c'est pas simple. Et donc ça c'est vraiment une notion à suivre. Parce que vraiment ça continue. Et on commence à avoir des économistes en Europe qui disent qu'en fait, ce qu'on devrait faire, c'est pas du tout interdire à nos compagnies d'acheter du pétrole russe. C'est dire à nos compagnies d'acheter du pétrole russe, mais c'est taxer le pétrole russe. Parce que si par exemple on disait chaque baril de pétrole qu'on importe en Europe, on met 50 $ de taxe. Le prix de ce baril, il serait déjà de 50 $ de base. Ça serait que de la taxe. D'accord ? Mais vous pensez bien que du coup, les compagnies, elles n'iraient pas payer 50 $ de taxe, plus le prix du baril sur le marché. Parce que c'est pas possible. Vous ne payez pas 50 $ plus 94 $, sinon vous faites de la perte. Donc vous achetez pas. Donc la seule chose qui se passerait si on mettait 50 $ de taxes, c'est que les gens ils viendraient voir les Russes en leur disant tu me vends du pétrole à 70 $. Moi j'ai 50 $ de taxes. Bah je suis d'accord. Je t'achète ton pétrole à 70, mais au lieu de te le payer 70, je vais te le payer que 30. Parce que moi j'ai 50 $ de taxes à payer. Donc je te paye un petit peu plus parce que maintenant c'est devenu plus ou moins légal. Mais comme j'ai une grosse taxe, je te la retransmets. Et c'est comme ça que vous pourriez complètement allumer le pétrole russe, parce que vous pourriez rendre très compliqué pour les Russes de combattre les taxes. Et du coup, vous auriez un phénomène qui fait que les Russes, comme ils n'arrivent pas à amener leur pétrole ailleurs qu'en Europe, ils pourraient toujours l'amener en Europe et aux États-Unis, mais versus une très grosse taxe. Et si vous dites que n'ont droit d'importer du pétrole que ceux qui payent la taxe, et donc il faut que les transporteurs justifient que la taxe a bien été payée pour justifier d'embarquer du pétrole russe au niveau international, ben vous niquez les Russes. Et ça c'est un truc qui est en train de venir dans la tête des économistes en Allemagne, aux États-Unis et tout ça, et qui est très très intéressant. Parce que si on met ça en place, les Russes ils sont très vite sous leurs 40 $, et
on a toujours la capacité de vendre du pétrole. Et une chose est sûre, c'est quand vous produisez du pétrole, vous voulez tout sauf le stocker. Donc si votre coût de production il est à 15 $, même à 30, vous allez vouloir le vendre. Et donc, les Russes qui produisent à 15 $, ils vont vouloir le vendre à 30. Mais l'État, il a prévu que lui, on le vendait à 40. Donc ça fait une différentielle de 10. Donc même si vous subventionnez l'effort de guerre des Russes, bah, entre guillemets, vous réduisez considérablement le bilan du pays, et donc vous avez un effondrement économique qui est colossal. Donc ça, c'est des choses qu'il faut méditer, parce que dans le temps, il y a encore beaucoup de mécanismes pour les Européens pour niquer les Russes, et de manière très très violente. Donc il faut faire attention à ça, et c'est des choses qui vraiment progressent très vite, et faites très attention à cette statistique, parce que plus on va tendre vers les moins 30, et après les moins 40, et les moins 50, plus les Russes vont venir à la table des négociations. Parce que plus économiquement pour eux, même en vendant du gaz et du pétrole, ça va devenir compliqué. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment suivre cette statistique. Et vous voyez que la courbe, elle est très très moche. Et il n'y a pas de rebond. Hein. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, en ce moment, par exemple, le marché il rebondit, donc le pétrole de l'Oural, il rebondit. Le pétrole de l'Oural, il rebondit pas, parce que tant que les Américains et les Européens, ils disent pas, les sanctions, vous pouvez charger sans risquer d'être condamnés en Europe et aux États-Unis, les tankers, ils y vont pas en Russie. Donc les Russes, ils sont obligés de discounter leur pétrole pour qu'il y ait des gens qui soient prêts à prendre ce risque de sanctions. Voilà. Donc maintenant... Ah non, oui, il y avait aussi ça. C'est le terminal Bloomberg du 14 mars avec les demandes de la SEC. Et ça, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est de plus en plus de demandes de la SEC. Et il y a eu aussi des demandes des traders de matières premières. Donc tout ce qu'on appelle des traders de matières premières, c'est des sociétés comme Glencore, comme Trafigura, ce genre de choses. Donc c'est des gens qui sont entre le producteur d'une matière première et le consommateur et qui font office de switch, qui vont trader l'offre et la demande et lui donner une certaine stabilité au niveau prix. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que je vous explique depuis longtemps qu'il y a de plus en plus d'options et qu'on arrive dans un marché qui est assez dérangé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un marché de flux. Et donc du coup, il y a les moments où tout le monde pense que ça va monter, les moments où tout le monde pense que ça va baisser. Et en fait, les options, c'est ni plus ni moins que des choses qui permettent normalement à long terme d'équilibrer un bilan économique pour des acteurs. Parce que c'est des assurances, les options. Ça vous couvre contre une trop forte hausse des prix ou contre une trop forte baisse des prix. Et le but, c'est qu'après, vous ayez un prix qui soit d'équilibre, qui permette d'avoir une vision économique de long terme. Et l'avantage pour l'émetteur de ces options, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un gros changement de prix, bah lui, il encaisse une grosse prime, et le reste du temps, il va décaisser des primes, et en fait, dans le temps, bon, il va s'équilibrer comme ça. Plus vous avez des hausses très violentes et des baisses très violentes, plus vous avez de la volatilité, plus tous les acteurs du secteur n'arrivent plus à gagner leur vie. Mais aussi bien les producteurs de minerais, de pétrole et tout, que les acteurs comme les créateurs d'options, de produits dérivés et tout ça. Tout le monde est perdant. Parce qu'en fait, il y a tellement de volatilité de manière tellement rapide que vous n'avez aucune prévisibilité. Et dans l'économie, un mot est clé, c'est la prévisibilité. Plus vous avez une prévisibilité de long terme, plus un actif vaut cher et plus c'est facile de développer. Et pour un patron, le pire, c'est de ne pas avoir de prévisibilité, de ne pas avoir de vision. Et là, dans ce marché actuel, on n'a pas de vision. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement amené tout le monde sur les options. Et c'est pour ça que j'avais critiqué le produit de Boursorama la dernière fois. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ah, on comprend pas et tout ». J'aurais dit « J'ai rien contre vous, je pense que c'est un très bon produit et tout le monde le fait, donc vous êtes obligé de le faire. Et je pense que Boursorama est une très bonne banque. » Mais malheureusement, je pense qu'amener de plus en plus de produits dérivés en face du particulier et même en face de beaucoup d'acteurs de marché, c'est une mauvaise chose. Parce qu'après, on crée des produits dérivés de plus en plus violents. Donc on s'amuse à avoir des primes sur les puts ou des primes sur les calls. Pourquoi ? Parce que quand on est en phase de hausse vertigineuse, les gens sont prêts à payer des primes sur les calls parce que il faut FOMO le marché comme un fou et il faut acheter. Donc on achète des trucs, au lieu d'acheter l'action à un prix, on achète l'option avec un effet de levier et on paye une prime colossale par rapport au prix de l'action. On ne sait pas trop pourquoi. Mais parce que soi-disant, l'action, c'est sky is the limit. Et la même chose quand vous êtes dans un mouvement de baisse, comme le mouvement de baisse qu'on a eu là. Moi, j'ai vu des puts sur les actions chinoises
où vous aviez des primes de quasiment 10%. C'est-à-dire qu'il fallait que l'action perde 10% de plus que le prix du strike qui était affiché pour rembourser le prix auquel vous avez acheté votre action. Enfin, vous avez acheté votre option. Et je vous parle pas d'option qui était à 2 centimes du strike. Hein. Non. Je vous parle de trucs. Alibaba était à 60 $. C'était des puts à 45 $. Et vous payez quasiment 50 $. Enfin, ouais, on payait aux alentours de 50 $ en prenant le prix du truc. Donc en fait, ça veut dire que votre action, elle doit descendre à plus de 40 $ pour que vous commenciez à être rentable. Enfin, à moins de 40 $. Vous voyez un peu la chose. C'est considérable. La prime, elle est considérable. Vous êtes déjà sur un truc qui a perdu 80% de valeur et vous êtes obligé de payer des primes. Ça, c'est des trucs déraisonnables. C'est des trucs complètement fous. Et donc ça, on commence à le voir de plus en plus. Et ça, c'est une problématique aussi pour ceux qui parlent de beaucoup de hausse de taux. Pourquoi ? Parce que pour la SEC, pour la Fed et compagnie, le seul moyen de solvabiliser ces acteurs qui vont avoir des difficultés, c'est quoi ? C'est d'aller mettre des liquidités dans le marché. Parce que quand vous mettez des liquidités dans le marché, la valeur temps, elle s'effondre. D'accord ? Donc les primes de valeur temps s'effondrent. Et en fait, vous avez une volatilité qui a tendance à s'effondrer. Et donc du coup, vous n'avez plus d'intérêt de faire ce système de flux de liquidité très violent. Alors après, le problème, c'est que s'ils mettent de la liquidité, on peut se retrouver avec le même phénomène qu'en Covid, l'année dernière, enfin les 2 dernières années, c'est-à-dire on met de la liquidité, ça va vers des actions de croissance, on crée une bulle, et on se retrouve avec des gens qui vont acheter des options sur ces actions de croissance de manière déraisonnée. D'accord ? Après, attention aussi, il faut encore qu'il y ait des acteurs qui proposent ces options, et il y en a de moins en moins. Et ça coûte de plus en plus cher. Parce que justement, vous avez beaucoup d'acteurs qui ont plus envie de se mettre sur ces marchés-là. Et on l'a bien vu avec un ETF qui suit le VIX, le VXX, d'accord, qui suit le VIX, qui était émis par Barclays et qui a décidé cette semaine de plus en émettre. C'est en fait comme Barclays veut plus être obligé de se couvrir sur le VIX, parce que ça lui coûte trop cher et qu'elle juge que c'est trop risqué, le VXX, vous pouvez demander à transformer votre VXX en dollars. C'est-à-dire vous allez vous appelez votre courtier, vous lui dites écoute, je suis prêt à vendre, donne-moi de la liquidité, je te vends mon produit dérivé, voilà. Et vous récupérez des dollars. Mais par contre, la banque, elle ne vend plus. Elle est juste acheteuse du produit pour le faire s'arrêter et pour faire en sorte qu'il diminue et qu'il y en ait de moins en moins. Et donc il se passe quoi ? Il se passe que vous avez des petits mecs qui détiennent du VXX, qui se mettent en haut à la vente et qui disent bah moi écoute, normalement le prix réel du marché c'est 10, mais comme la banque en vend plus, bah il y a personne qui en vend à 10, moi je suis prêt à te le vendre à 15. Et il y a des couillons qui achètent plus cher que ce que le VIX fait. Parce que vous êtes dans un phénomène de construction des marchés. Et ça, c'est très compliqué. Parce que ça veut dire que tous les produits dérivés qui sont assis sur le VXX, et il y en a un certain nombre, hein, parce que vous n'êtes pas forcément assis sur l'indice, mais vous pouvez être assis sur un produit dérivé qui est dérivé d'un indice. Et ça s'effondre. Et le seul moyen pour une banque centrale de jouer le coup, c'est quoi ? C'est de faire le plombier et d'inonder de liquidités. C'est pour ça qu'à mon avis, les 10 hausses de taux, les machins comme ça et tout, c'est de la connerie et on n'en entendra jamais parler. On va peut-être en faire 2 ou 3. Et ça fait un certain temps que je vous en dis qu'on fera 2 ou 3 grands max. Et à mon avis, je pense que même 3, je suis optimiste.